TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux. Rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres du journal. La Chine, à travers le programme alimentaire mondial PAM, vient en aide aux déplacés dû au débordement de la crise sécuritaire dans le Sahel. Une aide alimentaire de 1000 tonnes réceptionnée hier à Lomé. Les détails à suivre dans ce journal. Aujourd'hui, 15 février, dernier délai pour les occupants des trottoirs et à bord des voies bitumées pour les libérer. Le sujet a été évoqué en Conseil des ministres ce mercredi et dans le Grand Lomé, vous le verrez, dans certaines communes, le désencombrement a même commencé. Et puis, c'est le gouvernement togolais qui, lui, vole au secours des établissements scolaires du pays pour une éducation de qualité. Ce mercredi, sur toute l'étendue du territoire national, du matériel et équipements didactiques a été remis à toutes les directions régionales de l'éducation. Le compte-rendu de Lomé, du Grand Lomé de la région maritime à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais présidentiel sous la conduite du chef de l'État Faure Essozim Nyazingbe. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 2 communications. Le compte-rendu du Conseil avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwada. Communiqué du Conseil des ministres du 15 février 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 février 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozim Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 2 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné en première lecture l'avant-projet de loi portant réglementation de la publicité en République togolaise. Ce texte a pour objet de fixer les règles relatives à la communication publicitaire, aux professions publicitaires et aux opérations de parrainage de programmes ou de services de médias audiovisuels dans notre pays. L'étude sera poursuivie lors d'un prochain Conseil des ministres. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret fixant les conditions et les procédures d'obtention d'autorisation et de certificats relatifs à la pose de câbles sous-marins de fibre optique et ou à la construction de chambres d'atterrage au Togo dans le domaine public maritime. Avec l'essor des réseaux de communication qui constituent un des vecteurs du développement économique de nos États, il est opportun de disposer de plusieurs câbles sous-marins afin de favoriser la mise en œuvre de la majorité des projets de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce projet de décret vise à définir la procédure de demande d'autorisation de déploiement de câbles sous-marins en fibre optique. Il prévoit la digitalisation des demandes d'autorisation de pose des 10 câbles. La mise en œuvre de ce décret permet, entre autres, de préserver et de protéger l'environnement marin et de s'assurer que cette activité soit menée conformément aux règles de sécurité et de respect de la souveraineté maritime de notre pays. Le Conseil a ensuite examiné et adopté en deuxième lecture le projet de décret fixant la nomenclature, les conditions et les modalités d'implantation et d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement. Notre pays s'est engagé dans un processus d'industrialisation à grande échelle sur toute l'étendue du territoire avec la mise en place d'unités industrielles qui doivent faire l'objet d'une protection particulière selon la nomenclature des installations classées.
Il est à cet égard nécessaire de soumettre ces installations à une réglementation spécifique en vue de développer les capacités de gestion des risques et dangers et de prévenir la survenance des accidents à l'intérieur et autour de ces installations. Le présent décret vient définir un cadre à cet effet, tout en préservant l'attractivité de notre pays pour les investisseurs désireux de développer le tissu industriel national. Le Conseil a enfin examiné en première lecture un projet de décret fixant les conditions d'accès et d'exercice de la profession de conducteur routier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route, notre pays ambitionne de se positionner comme un hub logistique et de services, en particulier dans le domaine des transports. Dans cet esprit, il est essentiel de professionnaliser ce secteur dans la droite ligne de l'adoption récente de la loi d'orientation sur les transports. L'étude de ce texte se poursuivra lors d'un prochain Conseil des ministres. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative au projet de loi portant modification du Code foncier et domanial, présenté par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Afin d'accélérer la réalisation des projets structurants qui requièrent la mise à disposition rapide des sites, il est nécessaire de prendre des mesures pour faciliter la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle d'expropriation. Cette communication montre l'importance de la loi portant modification du Code foncier domanial, dont l'adoption permettra au gouvernement de définir une procédure plus souple et efficace, favorisant la prise de possession rapide des immeubles expropriés en vue de la réalisation des opérations d'urgence dans le respect des droits des personnes affectées par l'expropriation. Au titre des divers, le Conseil a entendu un compte rendu relatif au processus de désencombrement des trottoirs dans le Grand Lomé. Ce compte rendu a fait état des actions menées par les préfets et les maires afin de sensibiliser suffisamment les acteurs de terrain. Le Conseil, tout en saluant l'esprit de bonne collaboration entre les autorités et les occupants, a instruit pour que les actions se poursuivent dans le même esprit afin de permettre que cette opération soit réalisée avec pédagogie et dans le respect de la cohésion sociale. Le Conseil a ensuite entendu un compte-rendu sur le bon déroulement des forats régionaux des producteurs agricoles du Togo, qui ont été organisés à l'initiative de son Excellence M. Faure Issozimna Gnassingbé, président de la République. La prochaine édition se tiendra dans la région centrale du 23 au 25 février 2023. Enfin, le Conseil a entendu un dernier compte-rendu relatif à une mission de prospection d'une délégation d'une trentaine d'investisseurs britanniques au Togo. Le Conseil s'est félicité de cette mission qui traduit bien les retombées de l'adhésion de notre pays au Commonwealth et a encouragé les membres du gouvernement à poursuivre les actions visant à renforcer l'attractivité de notre pays. Fait à Lomé le 15 février 2023, le Conseil des ministres. Et ce 15 février 2023, donc le dernier délai accordé aux citoyens qui occupent illégalement les emprises des routes. Eh bien, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est revenu durant la conférence de presse sur les raisons qui sous-tendent cette décision et l'impérieuse nécessité de s'y conformer. Je vous propose un extrait. Le phénomène dont on parle est un phénomène qui, d'entrée de jeu, est illégal. L'emprise publique appartient à la collectivité. Et l'emprise publique permet non seulement la circulation des personnes et des biens, mais elle facilite l'intervention des secours, entre autres. Donc quelqu'un qui occupe une emprise publique est en réalité dans l'illégalité. Il y a différentes façons d'occuper. Il y a certains de nos compatriotes qui ont des boutiques et qui sortent les marchandises des boutiques, qui les déposent sur le trottoir, obligeant les piétons à passer sur la chaussée.
avec les risques d'accident que l'on peut observer. Il y en a qui n'ont pas de boutique et qui s'installent délibérément sur les trottoirs et les autres emprises. Donc, il y a une situation d'illégalité. Mais le message des maires qui est accompagné, ce message-là qui est accompagné fortement par le gouvernement, c'est d'abord un message de pédagogie pour expliquer aux uns aux autres que l'occupation des abords, des voies de circulation des emprises publiques est une occupation qui génère non seulement des accidents, qui empêche la fluidité des passages et qu'il nous faut regagner les marchés. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi en fin d'édition. Aujourd'hui, 15 février, est donc la date butoir pour les occupants des abords de voies bitumées ou des trottoirs de les libérer. Et dans certaines communes, l'opération de désencombrement a démarré avec dégagement des conteneurs. Dans d'autres, on a opté pour des mesures disciplinaires, notamment les amendes ou la sensibilisation pour encore quelques jours. Le point avec Clarisse Aticlet. Ce 15 février, sur le boulevard Agustino de Souza, dans la commune Goff 1, les agents municipaux en ordre de bataille pour le désencombrement des trottoirs des rues bitumées. Ici, on est déjà à la vitesse supérieure. À quelques encablures, au carrefour du boulevard de Loti, c'est la débandade à la vue des agents municipaux. On tente de sauver ce qui peut encore l'être avant l'activation de la grue. Blaise, électronicien, est le responsable de ce conteneur où il réparait les téléphones portables et autres appareils électroniques. On a bien voulu prendre les dispositions, mais je n'avais pas trouvé l'endroit où le déposer. Sinon, on avait pris conscience de la notification. On voulait bien dégager, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Si je quitte ici maintenant, là, les clients, comment je vais les gérer, comment ils vont faire? C'est le nœud du problème même. Et en dehors de cela, trouver un endroit pour placer le conteneur maintenant, c'est un problème. Dans les marchés, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Depuis la décision du gouvernement de désencombrer les trottoirs, cette commune n'a cessé de sensibiliser les occupants des abords des rues bitumées. Déjà le 14 février, hier, nous avons encore déployé des équipes sur le terrain pour écrire sur les conteneurs que la date butoir, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire à dégager les conteneurs avant le 15 février. Et c'est aujourd'hui la date butoir. La décision est prise par le gouvernement et il a été demandé aux mairies d'appliquer cette décision. Nous n'avons pas le choix, nous sommes sur le terrain pour respecter, appliquer la décision du gouvernement. Dans le Golfe 5, l'on a commencé avec les amendes. 10 000 francs CFA par jour. Le lendemain, si vous ne quittez pas, nous venons encore vous couper l'amende également. En réalité, ce n'est pas pour nous une fierté d'infliger des amendes aux citoyens, mais c'est une manière de les amener à respecter tout ce que le gouvernement a dit par rapport à l'opération de désencombrement de la voie. La sensibilisation se poursuit toujours parallèlement à la sanction. Pas de sanction encore dans le Golfe 4. Les agents municipaux sur le terrain ce 15 février misent sur un dernier round d'échange avec les occupants des abords des voies pour les convaincre de déménager. Aujourd'hui, nous disons à nos contribuables, nous vous donnons jusqu'au 22, une semaine de plus. Et après, la semaine-là, ce serait un désengorgement forcé. Les occupants des trottoirs sont appelés à regagner les marchés. Nous avons beaucoup de marchés. Nous avons le marché de Torti qui est là. Il y a de la place là-bas. Nous avons le marché de Djidjolé. Il y a plein de places vides dans le marché. Nous avons le marché de Abedi Sommet qui est là, qui est pratiquement vide. Il n'y a personne dans le marché. Nous avons le marché de Bodossime qui est là, qui est pratiquement vide. Il n'y a personne dans le marché, alors qu'il faut les construire. Mais si des gens n'y vont pas,
nous ne pourrons pas faire l'étude de rentabilité pour avoir l'accès au financement de ces marchés-là. La mesure de désencombrement concerne le Grand Lomé. Les citoyens sont donc tenus de s'y conformer. Et pour avoir plus d'informations sur cette actualité ou d'autres, pas seulement dans le Grand Lomé, mais dans toutes les 117 communes du pays, vous pourrez désormais télécharger la plateforme Doumévie Éco-Conscience, une application qui vient d'être lancée pour informer les citoyens sur la vie de leur commune. Immaculée Baoué Abalo et Abile Nyazingbe pour des précisions. Désormais, les activités des 117 communes du Togo seront disponibles en ligne. Et c'est via la plateforme Doumévie de Co-Conscience TV. Cette plateforme, ici lancée, a pour but d'aider les citoyens de chaque commune à participer plus activement au développement de leur milieu. La plateforme Doumévie est téléchargeable sur Play Store et App Store. Doumévie s'adresse aux citoyens et citoyennes togolaises pour leur donner des informations fiables, simples, décryptées. Et la plateforme a 3 objectifs. Nous allons partager les documents pour informer, faire des interviews avec des experts et animer une communauté où le citoyen peut partager son témoignage. Sur le site ecoconscience.tv, cliquez sur l'application mobile et puis vous allez avoir les informations. Le projet a reçu l'appui technique et financier de CFI, Développement Média et l'AFD, Agence française de développement. On attend en fait un vrai partenariat, c'est-à-dire donc une co-construction entre les citoyens qui vont exprimer des besoins et leur prise en compte par les municipalités locales pour qu'elles puissent tenir compte dans leur plan de développement. Déjà, les communes épousent l'initiative. Un partenariat est ici scellé entre promoteurs de la plateforme et la commune Ogou 3 Gli. C'est une opportunité, une occasion, un canal pour nous rendre encore plus visibles du côté de l'extérieur. Et si la commune Ogou 3 est la première à manifester son intérêt à intégrer cette plateforme, c'est que nous avons compris qu'avec la communication, nous irons plus loin. Je lance un appel à tous mes collègues maires de venir s'inscrire sur cette plateforme qui est notre. Cette plateforme viendra booster le volet participation citoyenne aux différentes initiatives de nos collectivités locales au Togo. C'est une joie de savoir qu'il y a des gens qui s'investissent vraiment pour que la participation soit une réalité au Togo. Le média Éco-Conscience est créé en 2015 et officiellement lancé en 2017. Il vise à sensibiliser les citoyens sur les objectifs de développement durable. Le programme alimentaire mondial a offert environ 1000 tonnes de vivres au gouvernement togolais. Il s'agit d'une assistance alimentaire d'urgence en faveur des populations vulnérables dans les régions de la Kara et des savanes. La cible, ce sont les déplacés du Burkina Faso et du Togo suite au débordement de la crise sécuritaire du Sahel. Et le don est financé par la Chine. Le compte rendu avec Kaznam Baga. C'est une assistance alimentaire d'urgence de 961 tonnes que le programme alimentaire mondial PAM met ici à la disposition du gouvernement togolais. Elle est destinée aux populations vulnérables des régions de la Kara et des savanes. On parle de 52 000 personnes issues de 10 400 ménages. Il s'agit essentiellement des déplacés des débordements de la crise du Sahel. Les déplacés sont à la fois des Burkinabés qui traversent du Burkina vers le Togo. Il y a aussi des Togolais qui sont à la frontière, qui se déplacent aussi vers l'intérieur. Ces personnes aujourd'hui sont accueillies dans les familles d'accueil. Le Togo est tellement accueillant, ce sont d'autres Togolais qui les accueillent chez eux. Alors le gouvernement a fait appel à la communauté internationale de venir en appui à ces personnes-là. Et nous avons dit, c'est vrai, on peut assister des personnes déplacées, mais aussi ceux qui les accueillent aussi ont besoin d'une assistance. Cette assistance prend également en compte des sinistrés des aléas climatiques ainsi que 250 000 personnes sur les 570 000 identifiées en novembre 2022 comme étant cruellement en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. Il s'agit des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des enfants de moins de 2 ans en situation de vulnérabilité. Le PAM prévoit déployer une opération de transfert monétaire. C'est pour permettre à ces personnes d'aller sur le marché
acheter des produits de leur choix. C'est important de le faire parce que ça injecte aussi de l'argent dans l'économie locale. Et ça permet aussi de la production locale parce qu'ils vont acheter tout ce qui est produit localement. Coût des vivres, 661 millions de francs CFA financés en grande partie par la République de Chine qui ambitionne de réorienter sa coopération dans le secteur social conformément à la feuille de route du gouvernement 2025. C'est un partenariat tripartite. D'une part, la Chine, le PAM, d'autre part, les autorités togolaises. Tous les trois parties voudraient travailler dans le même sens pour apporter des bénéfices tangibles à la population, surtout dans les populations vulnérables. Un deuxième point, je voudrais dire, c'est-à-dire c'est un engagement concret pour soutenir le programme d'urgence pour la région de Savane. Les vivres sont mis à la disposition du gouvernement par le biais de la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes qui regroupe l'ensemble des structures nationales impliquées dans la réponse aux crises à travers l'Agence nationale de la protection civile, ANPC. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas laissés seuls dans cette situation et que nous avons nos partenaires à nos côtés sur qui nous pouvons compter. Et au nom du gouvernement togolais, je tiens à vous dire nos sincères remerciements. La distribution des vivres est prévue pour 1 mois à partir de la semaine prochaine. Le transfert monétaire va intervenir à partir du mois d'avril. Il s'agira de 2 tranches de 20 000 francs CFA pour les 52 000 personnes identifiées. De bons aliments donc pour une bonne santé. L'Association togolaise des consommateurs en a fait sa mission première. Ce mercredi, elle va en guerre contre les abattoirs clandestins et attire ainsi l'attention des autorités sanitaires sur l'importance de réglementer le secteur de l'abattage des animaux au Togo. Les précisions avec Solange, Amandé et Gisèle Kozona. On la retrouve au quotidien dans nos plats, la viande. Mais le consommateur n'est pas souvent très attentif aux différents circuits qu'emprunte la viande avant de se retrouver dans l'assiette. L'environnement de l'abattage des animaux, parfois malsains, provoque d'importants dommages sur la santé. L'ATC et l'OADEL interpellent. Ce plaidoyer participe à l'amélioration du secteur de l'agroalimentaire en général. Et si nous voulons que nous puissions manger les produits de chez nous, il faut que ces produits-là soient sains. Malheureusement, nous constatons qu'il y a très peu d'abattoirs sur le territoire national et il y a beaucoup d'abattages clandestins. Non seulement des abattages clandestins qui ne garantissent pas la qualité de la viande, mais on constate que ces bouchers clandestins-là utilisent des pneus, des souliers, du carton parfois pour fumer cette viande-là, alors que toutes ces choses sont cancérigènes. En ce qui concerne les recommandations, d'abord nous avons demandé au pouvoir public de multiplier la construction des abattoirs modernes. Il faudra aller dans les marchés ou bien aller sur les sites autorisés pour pouvoir s'approvisionner en viande. Il faudra des véhicules appropriés, mais comme il n'y en a pas, au moins il faut que ces carcasses soient bien conditionnés dans des sacs hermétiques, étanches, afin qu'il n'y ait pas de contact avec des contaminants. Des actions soutenues par Vétérinaires sans frontières suisses avec l'appui du projet sécurité alimentaire à base de viande issu de l'entrepreneuriat social. Les premières actions, c'était de renforcer les capacités des acteurs qui manipulent la viande depuis l'abattage. Renforcer les capacités des agents vétérinaires. Nous avons apporté quelques équipements. Nous avons fait des sensibilisations à l'endroit des consommateurs. Moins de 10 abattoirs légalement reconnus existent au Togo. L'ATC et ses partenaires incitent à mieux faire pour plus d'actions en vue de leur modernisation. La qualité et surtout la durabilité du produit karité était au cœur d'une formation des producteurs du côté de Kara. L'idée est de penser aux bonnes pratiques, aux techniques de production du karité sur le long terme. La correspondance à Kara de Nestor Mozo. La FICATO, filière karité du Togo et ses coopératives, déterminées à relever les défis liés à la durabilité.
Cette rencontre à Kara, qui est une formation, s'inscrit dans la dynamique du plan stratégique de la filière visant à renouveler et pérenniser la ressource karité face aux effets du réchauffement climatique et de l'action de l'homme. Malgré son essor, le karité au Togo doit composer avec de nombreux défis qui pourraient déterminer dans les prochaines années son évolution. L'objectif visé par la FICATO est de faire prendre conscience des menaces qui compromettent le secteur karité et d'intensifier les actions pour le renouvellement des parcs à karité. La rencontre de ce jour se veut un cadre de discussion, de prise de conscience et d'engagement quant à l'avenir de notre filière, dont la contribution à l'économie nationale n'est pas à négliger. La durabilité de la ressource est ainsi un aspect majeur du développement du secteur du karité. C'est pourquoi il me paraît urgent de lancer un appel pressant à une prise de conscience et surtout à l'action pour garantir aux générations futures les chances de pouvoir bénéficier, elles aussi, des bienfaits que nous procure cette manne du ciel. Avec plus de 200 coopératives formées et immatriculées par l'État togolais, la filière karité du Togo est la seule plus grande organisation nationale de femmes dans le karité. Elle est à l'initiative de l'organisation et la tenue en juin 2022 pour la première fois au Togo de la conférence mondiale sur le karité qui a regroupé des centaines d'acteurs de l'industrie du karité. En ouvrant les travaux de cette formation, le préfet de la COSA, Hemou Badibo Bakali, a salué les différentes initiatives de la FICATO qui s'inscrivent dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement. Les travaux de cette formation jettent ainsi les bases de la nouvelle saison karité qui devrait enregistrer plusieurs opérations de reboisement des plans de karité dans les 4 régions productrices. Et pour une éducation de qualité, le gouvernement togolais mise entre autres sur la qualité du matériel et des équipements didactiques. Raison donc de ces dons synchronisés dans toutes les régions du pays ce mercredi. Les échos de la région maritime avec Carmen Madjiakako et Sandra Aziagbe. 3000 tables bancs mises à la disposition des établissements de la région maritime. C'est un don du chef de l'État à travers le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Je remercie le chef de l'État qui n'a pas cessé de faire des efforts et de veiller à ce que l'éducation soit développée au Togo. Par ma voix, l'établissement remercie les donateurs et promet de faire bon usage. Si le gouvernement fait tous ces efforts, c'est pour pouvoir les mettre à l'aise. Il leur appartient de se mettre sérieusement au travail afin de constituer cette relève digne de notre pays. Et dans le Grand Lomé, 2000 tables bancs sont octroyées aux établissements à travers la direction régionale Grand Lomé. Nous sommes tellement enthousiastes et fiers parce que ça a été la deuxième fois consécutive que le ministre Kokoko a initié ces dons de table-banc. Nous voudrons maintenant témoigner notre gratitude à son excellence, Fa Esazimna Nyasingbe, qui continue d'œuvrer dans l'éducation. Nous venons de réceptionner cet banc. Le gouvernement fait de son mieux. Il a tout fait pour que nous soyons totalement comblés. Actuellement, nous sommes heureux, nous sommes très contents. Le secteur éducatif est au cœur de l'agenda politique du chef de l'État. Chaque région éducative va bénéficier des tables bancs qui seront répartis en fonction du niveau des besoins des écoles et établissements. Pourquoi le SMIC n'est pas directement appliqué à la rémunération des travailleurs de la zone franche? Eh bien, la question a été débattue à l'Assemblée générale du collectif des syndicats de la zone franche. Et l'objectif était de permettre à tous les membres d'être au même niveau d'information sur cette nouvelle mesure du gouvernement. Edwige Ataka-Bassabi et Clarisse Atikle pour les précisions. Ils se sont mobilisés pour une même cause, la hausse du SMIC au Togo, et pourquoi, après quelques mois, leur salaire n'a pas bougé. À cette Assemblée générale, il s'est agi d'amener les travailleurs de la zone franche à comprendre les démarches entreprises pour que cette augmentation soit effective à leur niveau. Nous avons jugé bon d'organiser une Assemblée générale de sensibilisation et d'information pour leur expliquer ce qui est en train d'être fait. Tous les salaires qui étaient en dessous de 52 500 sont montés à 52 500. Maintenant, tous les salaires qui sont au-delà de 52 500 ne sont pas modifiés. C'est la grille qui va traiter ces salaires-là. Parce qu'il faut harmoniser
ces salaires-là, faire l'ajustement en respectant la justice sociale. À l'endroit de nos patrons, nous avons toujours confiance en eux. Ils vont accélérer les travaux pour que les jours à venir, qu'on puisse se retrouver et harmoniser les salaires pour que les travailleurs ne soient pas frustrés. L'occasion nous permet de remercier et de rendre hommage à notre président, le chef de l'État, président de la République, Faure Sossemene Gnassingbé. Ces 10 mesures en faveur des fonctionnaires et de la population a demandé aux partenaires sociaux de se concerter rapidement pour pouvoir revaloriser le SMIC. À travers ce rassemblement, le collectif des syndicats de la zone franche entend amener également leurs employeurs à revaloriser le salaire des employés. Ceci pour préserver la paix et la sécurité dans leur lieu de travail. Demain débute au Togo une grande croisade d'évangélisation dénommée Global Crusade of Kumuyi. L'orateur principal n'est autre que Dr William Kumuyi de l'église Deeper Life Vie Profonde du Nigeria. Et il est arrivé ce mercredi à Lomé, accueilli à l'aéroport international Gnassingbé et Adema par les fidèles de l'église et les membres du corps de Christ. Le compte rendu avec Immaculée Bawe Abalo et Carmen Madji Akakbo. Pour la première sortie du DCK, Global Crusade of Kumuyi du Nigeria, le pasteur Dr William Kumuyi a choisi le Togo. Lomé sera donc du 16 au 21 février la capitale de l'espérance, des bénédictions divines et du salut des âmes perdues. Différents hommes de Dieu de toutes les dénominations religieuses venus de plus de 150 pays du monde entier prennent part à ce grand rendez-vous. Il s'agit bien évidemment de la croisade mondiale. Au cours de cette croisade, c'est que les envies des gens, les désirs des gens, tout ce qu'ils n'arrivent pas à réaliser au travers de la prière et les prédications vont s'accomplir. C'est Dieu qui a choisi le Togo, il m'a envoyé de venir pour prêcher. Le Global Crusade of Kumuyi va particulièrement plancher sur la vie abondante que l'homme peut expérimenter à travers le Christ. Pour cette grande croisade, nous avons beaucoup d'attentes. Et à voir le thème déjà, la vie en abondance à travers Christ, c'est beaucoup de choses. Nous avons tendance à limiter le concept. Et moi, en tant que participant, j'attends que tous les domaines de ma vie soient débloqués. Après ce programme, ma vie ne sera plus pareille. Et ce sera ainsi pour toute la jeunesse de l'Église. Le Global Crusade of Kumuyi, c'est au stade de Kégué tous les soirs à partir de 16h. Le clou de l'événement, c'est la méga conférence des jeunes qui va se dérouler le 18 février au Palais des Congrès de Lomé. C'est de montrer le Togo au monde entier et amener le monde entier au Togo. Et l'intérêt sera grand, très grand. Et ce serait vraiment un grand événement, c'est du jamais vu au Togo. Je vous invite tous à faire le déplacement et à venir recevoir la vie abondante. En marge de la croisade, tous les hommes de Dieu seront conviés à des rencontres les 17, 18 et 21 février au Palais des Congrès de Lomé. Le DCK a commencé depuis 2021 au Nigeria. Pour ces organisateurs, c'est une réponse à l'injonction qu'a faite le Christ dans l'Évangile selon Matthieu. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et à l'église catholique, Monseigneur Moïse Messantouo a célébré dimanche dernier sa messe de prémisse. Et c'était dans le Wawa, une messe pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et surtout dire merci à Dieu également pour la vie de chaque fidèle. Le compte rendu de cette messe avec Sylvain Abdou. C'est ici, dans cette église, qu'il servait avant d'être promu évêque par le pape François le 26 octobre 2022. Et après son ordination à Tapamé, Monseigneur Moïse Messantouo revient dans cette paroisse pour dire merci à toute la communauté chrétienne et aux paroissiens à travers cette messe de prémisse. Une messe à travers laquelle il retrouve fidèles, paroissiens et bien d'autres après 4 mois de silence. Un retour avec plein de souvenirs. Je suis baptisé dans cette église, confirmé dans cette église. Et c'est la paroisse qui m'a envoyé au séminaire. En tant qu'évêque, je reviens avec joie dans mon église rendre grâce à Dieu. Je suis heureux, content de retrouver tous les gens de Tomegbe, Akloa, tous ceux qui sont venus de près ou de loin pour que nous fassions la fête ensemble. Vraiment, c'est une grande joie qui m'anime.
Cette nomination suscite encore beaucoup d'émotions au sein des paroissiens, mais aussi au niveau des prêtres et personnes consacrées avec qui il a servi dans cette zone. C'est une grande joie qui nous déborde de cœur et nous sommes heureux que nous avons maintenant un évêque. Les défis maintenant que nous devons lever avec notre évêque, c'est de pouvoir travailler avec lui, la main dans la main, pour construire ensemble non seulement la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Tomébé, mais tout le diocèse d'Atakpamé. Cette messe de prémisse est également un moment pour Monseigneur Moïse Messantour de rendre grâce à Dieu et d'inviter les uns et les autres à le soutenir et à l'accompagner dans cette mission. Nous sommes très ravis de l'accueillir aujourd'hui. C'est notre fils et c'est le deuxième évêque de cette paroisse. Donc c'est une grande joie pour nous, c'est une grande bénédiction. C'est un homme de bon cœur, un homme très simple comme vous le voyez. Et nous attendons de lui sa simplicité et tout ce qu'il entreprend, frère, pour spécialement notre paroisse, qui est encore sa paroisse d'origine. À travers cette nomination, Monseigneur Moïse Messantour devient le 5e évêque du diocèse d'Atapamé. Il compte sur le travail d'équipe pour mieux relever les défis qui s'imposent pour ensemble réussir le service à accomplir. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Jacques Diakouti, DPJVR. Pourquoi une loi importante sur la réglementation sur la publicité? Notre pays a vu ses infrastructures de différentes sortes se développer de façon continue ces dernières années. Et parallèlement ou de façon concomitante, l'on a également vu fleurir ici et là des affichages anarchiques, une communication publicitaire qui peut parfois être tendancieuse, parfois même occupant les emprises routières. Alors, à partir de là, et en constatant un défaut d'organisation du secteur, le gouvernement a pris le parti de faire une proposition de loi afin non seulement d'encadrer le secteur de la publicité, mais de définir aussi les obligations et les responsabilités des différents acteurs du secteur de la publicité. Donc, au total, ce que l'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, dans notre pays, le besoin d'encadrement du secteur de la publicité est très fort au regard de la quasi-anarchie que l'on peut observer dans les affichages pour pouvoir organiser le secteur. Revenons un peu sur la seconde communication, parlant des chambres d'atterrissage. Juste à voir si le Togo dispose de ces chambres d'atterrissage par rapport à la fibre optique. L'une des ambitions de notre pays, effectivement, c'est d'avoir un niveau de digitalisation très élevé, non seulement pour faciliter les activités ordinaires de nos concitoyens, mais aussi les activités économiques, de même d'ailleurs que la relation entre les citoyens et l'État. Mais pour pouvoir y arriver, il faut disposer, vous vous en doutez, d'un niveau de connectivité très élevé. Et cette connectivité, aujourd'hui, est fournie par des câbles sous-marins. Notre pays a pris le parti de rentrer dans la boucle Equiano et pour doter, n'est-ce pas, nos compatriotes de cette connectivité. Et cette boucle, pour pouvoir l'exploiter, il nous faut avoir une chambre d'atterrage ou d'atterrissage, c'est-à-dire une infrastructure qui permet d'accueillir le câble et de pouvoir maintenant distribuer la connexion non seulement dans notre pays, mais également dans les pays voisins au besoin. Joachim Kakuloko, magazine Matinée Internationale et journal Dunia Le Monde. Est-ce que par rapport à ce câble sous-marin, est-ce que les sociétés privées peuvent aussi faire la demande et disposer de leur câble sous-marin? Vous savez, pouvoir se brancher à un câble de ce type requiert des moyens très importants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles notre pays s'est engagé directement
pour pouvoir avoir accès au câble EQUANO. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les infrastructures sont en train d'être construites pour que le câble puisse atterrir dans notre pays. La chambre d'atterrage est en voie de réalisation. Maintenant, est-ce que nous avons chez nous des opérateurs privés à même de pouvoir se brancher directement sur le câble? Il faut que ces opérateurs puissent se positionner, mais ce qui est clair, c'est qu'au regard de l'environnement que nous avons, notre pays ne fera pas obstacle à ce que un opérateur privé puisse se connecter. Seulement, évidemment, il y aura bien entendu un cadre à respecter où l'État aura son mot à dire, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de restriction absolue. Honoré Lemou, journaliste à Niwa TV. Alors, Monsieur le ministre, parlant du câble sous-marin EQUANO, nous savons que le 18 mars 2022, le chef de l'État avait procédé au lancement officiel. Et bientôt, cela fera 1 an. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce câble sous-marin? Alors, on a plutôt bien avancé, j'ai envie de dire. On a plutôt bien avancé sur le câble. Aujourd'hui, nous sommes au stade, n'est-ce pas, de la construction de la chambre d'atterrage ou d'atterrissage, parce que c'est cette chambre-là qui doit accueillir le câble et maintenant faciliter sa distribution. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre actuellement sur la construction et la finalisation de cette chambre d'atterrage. Donc, on a plutôt bien avancé. Revenons sur la question de l'installation des usines. Est-ce que le Togo dispose d'une cartographie? Relativement à l'installation des usines et autres installations que l'on peut appeler des installations classées, aujourd'hui, nous n'avons pas de cartographie à jour des différentes unités industrielles, usines, installations classées dans notre pays. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce décret a été pris. Ce décret vise non seulement à organiser le classement de ces unités industrielles pour pouvoir, par ricochet, organiser leur sécurisation, mais permet également d'actualiser la cartographie et de la rendre d'ailleurs digitale pour que les interventions puissent être facilitées. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de cartographie actualisée de ces installations classées et ce texte nous permet justement d'aller vers cette actualisation et de la digitaliser. Revenons aux usines chimiques. Est-ce que le Togo prend des mesures pour nous prémunir d'une éventuelle catastrophe eu égard à ce qui s'est passé dans d'autres pays? C'est vrai que nul n'est à l'abri d'accidents, de catastrophes. Et pour pouvoir se préparer ou se prémunir contre de tels risques et dangers, il faut sans doute plusieurs outils. Il faut l'outil juridique, réglementaire pour encadrer, il faut l'outil technique, opérationnel également pour pouvoir intervenir. Le gouvernement a pris, il n'y a pas très longtemps, en 2021, un texte sur le transport des marchandises dangereuses. Ce texte allait dans ce sens-là. Ce décret qui est pris va également dans le sens de la prévention parce qu'il permet non seulement de classer les différentes installations à risque, mais en fonction de ces installations, d'organiser la prévention. Donc, si vous avez une installation qui est classée en risque numéro 1, il vous est imposé un certain nombre de mesures à prendre pour éviter la survenance du risque ou lorsque le risque survient pour qu'on puisse rapidement endiguer les conséquences de la survenance du risque. Mais à côté, nous avons une agence nationale de la protection civile qui est organisée pour pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Nous avons le corps des sapeurs-pompiers dont l'opérationnalisation monte, on va dire, à l'échelle pour pouvoir intervenir dans ces cas de figure. L'actualisation de la cartographie de ces sites jugés sensibles va concourir à la prévention et aussi à l'intervention dans le cas de survenance du sinistre.
Dans son discours de 2018, le chef de l'État parlait du code foncier au Togo. Il avait évoqué en disant que c'est une bombe à retardement. Nous avons, au cours de ce conseil, vous avez parlé également de ce code. Mais qu'est-ce qui justifie la modification? En 2018, le constat fait par le président de la République a commencé, sous son impulsion, à trouver quelques éléments de réponse à travers l'adoption du code foncier domanial, justement en 2018. Et ce texte-là, qui a commencé à être appliqué depuis bientôt 5 ans, a démontré d'ores et déjà quelques insuffisances et des lacunes. Au regard de ces insuffisances et de ces lacunes, le parti a été pris par le gouvernement de revoir, de modifier ou de solliciter la modification d'un certain nombre d'articles pour conforter ou consolider l'efficacité d'un tel texte. Nous avons des textes qui concernent l'expropriation d'urgence, par exemple, qui, au contact de la réalité ou à la force de l'expérience, n'ont pas révélé leur efficacité entière. Donc il s'est imposé de les retoucher légèrement pour leur donner une meilleure efficacité. Donc certains des articles du Code foncier vont subir ce léger toilettage pour permettre d'améliorer encore l'efficacité du Code foncier domanial. Malgré l'existence du Code foncier, nous assistons à une insécurité foncière au Togo. Les gens sont dépossédés de leur terrain tous les jours. Mais à quand la fin de ces problèmes de terrain au Togo? Alors, la fin des problèmes de terrain dans notre pays ne peut pas être décrétée. Il me semble qu'il s'agit d'une construction qui va se faire dans le temps, grâce notamment aux dispositions législatives et réglementaires qui sont prises, à l'efficacité des juridictions, mais aussi à un retour à plus de civisme de la part et de citoyenneté de la part de nos concitoyens. Les différentes situations dans lesquelles les problèmes terriens s'élèvent aujourd'hui, on peut les identifier facilement. Ce sont des histoires personnelles, ce sont des choix qui peuvent être égoïstes, ce sont des situations de fraude, ce sont des situations de violence. Donc, toutes ces situations sont identifiées et peuvent être connues et réglées par les juridictions de notre pays. Donc, moi, il me semble que la question foncière dans sa globalité ne pourra trouver une réponse définitive que si tous les acteurs, les propriétaires, les acheteurs, les acquéreurs, tous les acteurs du secteur foncier prennent leurs responsabilités pour jouer le jeu de la transparence, de la franchise et de la citoyenneté. Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui que le gouvernement a décidé d'apporter des modifications, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait, concrètement? Je peux citer l'exemple de l'expropriation d'urgence. Vous savez, lorsqu'on parle d'expropriation, nous avons hérité de modèles étrangers. Et certains modèles, aujourd'hui, à l'expérience, ne nous permettent pas de pouvoir implémenter des projets sociaux d'urgence, parce que soit la procédure est trop longue, soit il y a des contraintes qui s'élèvent au moment de l'expropriation. Donc, à partir de là, il est nécessaire de rédiger des textes qui nous ressemblent, qui correspondent directement à notre réalité, qui peuvent nous permettre d'avancer. Il y a dans le Code foncier domanial des mécanismes de garantie, des organes de garantie qui ont été proposés. Ces organes, dans leur conception initiale, sont difficiles, voire impossibles à mettre en place en l'état actuel des choses. Donc, il faut sans doute inventer de nouveaux modèles pour pouvoir mettre en place ces organes, parce que ces organes sont nécessaires justement pour l'assainissement du secteur foncier. Donc, il y a quelques nouveautés comme celle-là qui apparaîtront sans doute dans le Code foncier domanial nouveau. Au cours de ce conseil, la question de l'enseignement supérieur avec l'Inde, juste savoir quelle est la différence entre les curricula au Togo
et au niveau de l'Inde par rapport à nos étudiants? Les différences sont très importantes en termes de curricula. Vous savez, notre modèle est un modèle qui est inspiré du modèle français à la base, même si aujourd'hui nous avons réorienté justement nos curricula vers nos réalités en les adaptant fortement. Le modèle indien est un modèle qui est d'abord inspiré du modèle anglo-saxon avec les réalités indiennes. Le voyage qu'a effectué le ministre en Inde pour pouvoir faire ces comparaisons nous permet justement de tirer des leçons de ce modèle indien qui a des succès indéniables dans le domaine technologique notamment et qui pourrait fortement inspirer notre pays dans le cadre de la fusion, enfin de la création de l'école polytechnique de Lomé par exemple. Donc il y a de vraies leçons à tirer en termes d'inspiration, en termes de coopération et de partenariat. Et puis, de façon plus globale, l'Inde octroie des bourses à certains de nos compatriotes de voir comment on peut consolider ces mécanismes qui existaient déjà. Beaucoup de nos compatriotes ont occupé actuellement les voies publiques. Et la date butoir, c'était le 15. Monsieur le ministre, en tant que porte-parole du gouvernement, quel accompagnement les populations peuvent-ils attendre de cette situation-là? La question de l'encombrement des voies publiques est une véritable question de société. Et aujourd'hui, il faut d'entrée de jeu saluer le travail effectué par les différentes communes du Grand Lomé pour enclencher ce processus de désencombrement des voies bitumées. Il faut absolument rendre hommage aux maires, aux conseillers, aux chefs traditionnels, aux CDQ, aux jeunes, qui ont passé beaucoup de temps à sensibiliser nos compatriotes sur ce qu'il est important de libérer les emprises publiques pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vivre ensemble déjà, pour des raisons esthétiques aussi par ailleurs, mais de façon générale, ces différentes personnes que j'ai citées ont fait un bon travail. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement sur l'encombrement des voies, le phénomène dont on parle est un phénomène qui, d'entrée de jeu, est illégal. L'emprise publique appartient à la collectivité. Et l'emprise publique permet non seulement la circulation des personnes et des biens, mais elle facilite l'intervention des secours, entre autres. Donc quelqu'un qui occupe une emprise publique est en réalité dans l'illégalité. Il y a différentes façons d'occuper. Il y a certains de nos compatriotes qui ont des boutiques et qui sortent les marchandises des boutiques, qui les déposent sur le trottoir, obligeant les piétons à passer sur la chaussée, avec les risques d'accidents que l'on peut observer. Il y en a qui n'ont pas de boutique et qui s'installent délibérément sur les trottoirs et les autres emprises. Donc, il y a une situation d'illégalité. Mais le message des maires qui est accompagné, ce message-là qui est accompagné fortement par le gouvernement, c'est d'abord un message de pédagogie pour expliquer aux uns aux autres que l'occupation des abords, des voies de circulation des emprises publiques est une occupation qui génère non seulement des accidents, qui empêche la fluidité des passages et qu'il nous faut regagner les marchés. Donc, les mesures qui sont prises consistent d'abord à identifier l'existence d'autres endroits où peuvent loger les personnes qui n'ont pas de boutique et qui occupent de façon indue les emprises publiques. Et à Lomé, en tout cas dans le Grand Lomé, on a pu identifier différents marchés dont le taux d'occupation est moindre pour pouvoir loger ceux qui occupent les emprises publiques. Donc c'est un premier moyen pour répondre aux besoins de nos compatriotes qui souhaitent trouver un endroit pour exercer leur activité. Donc de ce point de vue, les emplacements continueront à être identifiés par les mairies pour pouvoir reloger
tous ceux qui exprimeront le besoin. Et on observe d'ores et déjà, par exemple au marché de Douma-Cessé, des demandes qui se sont accrues pour pouvoir exercer son activité dans les marchés. Et cette occupation ne concerne pas seulement les personnes, les commerçants. On a certains de nos compatriotes qui stockent du sable de construction sur les emprises publiques, qui garent leurs véhicules sur les emprises publiques. Et c'est un comportement parfaitement incivique, hein, contre lequel il faut véritablement se battre. Dans les divers, vous avez eu à plancher sur le forum des producteurs agricoles et justement lors de l'étape d'Atapamé ou bien des plateaux, le chef de l'État a eu à prendre des engagements vis-à-vis des producteurs agricoles. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces engagements-là? Le forum des producteurs des agricoles du Togo, une initiative du président de la République qui d'ailleurs se fait le devoir de se déplacer sur toutes les étapes. On l'a vu dans les savanes, on l'a vu dans la maritime aussi à Tchévier et le week-end dernier dans les plateaux à Atakpamé. Et au cours de cet exercice, qui est un exercice de dialogue entre les agriculteurs et le chef de l'État, nos frères et sœurs agriculteurs et éleveurs échangent avec le président de la République et lui posent leurs doléances. Et à l'étape d'Atakpamé, on peut citer des doléances comme celle du rapprochement des lieux de distribution de l'engrais des différentes fermes, de la mise à disposition de vétérinaires pour pouvoir soigner les bêtes, de la disponibilisation de conseillers agricoles, par exemple. Et sur ces questions-là, le chef de l'État a apporté des réponses. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que certaines des réponses ont déjà commencé à être expérimentées. Aujourd'hui, dans chaque canton, on a un dépôt pour pouvoir servir les engrais à nos compatriotes. Dans chaque canton, on a un conseiller agricole pour pouvoir intervenir. On essaie de faire un redéploiement des vétérinaires pour pouvoir intervenir. Le chef de l'État a lancé des pistes de réflexion et l'une des belles pistes qui a été lancée concerne la mise à disposition d'un espace commun tant aux agriculteurs et aux éleveurs. Et là-dessus, on est sur quelque chose de particulièrement intéressant parce que cela va nous renvoyer vers nos fondamentaux traditionnels, c'est-à-dire les biens communs. Les biens communs, comment est-ce que l'on peut revenir à une appropriation qui est collective des choses et non individuelle des choses. Vous le savez, avec la colonisation, on a basculé rapidement dans la propriété privée pure. Mais aujourd'hui, au regard de nos besoins, l'on doit pouvoir revenir sur cette théorie des communs où on a une terre qui appartient tant aux agriculteurs qu'aux éleveurs. Maintenant, comment installer ces deux corps sur la même terre? C'est à cette réflexion que le chef de l'État a renvoyé autant les services de l'agriculture que les agriculteurs. Il y a eu d'autres pistes qui ont été explorées, mais en tout cas, le chef de l'État a réitéré l'idée selon laquelle notre développement passe par l'agriculture. Si nous voulons réussir, il faut que notre agriculture réussisse. Après l'étape de Dapan, de Tchévier, d'Atapamé, est-ce que le bilan est positif aujourd'hui? Au regard de l'engouement qui a été observé, je pense humblement que l'on peut considérer que le bilan est positif. Mais il ne s'agit pas de dormir sur ses lauriers parce que les producteurs ont posé des doléances qui n'ont pas encore trouvé réponse et qui donnent lieu à réflexion et matière à travail. Donc, le bilan est positif, il encourage, il incite à continuer à travailler dans ce sens. Les hommes d'affaires britanniques, comme vous l'avez dit en Conseil des ministres, dites-nous, qu'est-ce que le Togo peut attendre de la visite de ces hommes d'affaires au Togo? L'arrivée de cette vingtaine d'hommes d'affaires, d'investisseurs dans notre pays, est une retombée immédiate de notre adhésion au Commonwealth. Il faut le dire en ces termes. Ces hommes d'affaires sont venus en prospection
pour voir ce que notre pays pourrait offrir en termes de terres d'investissement. Donc ils ont rencontré certains ministres sectoriels, ils ont visité des secteurs clés de notre pays, le port autonome de Lomé, la plateforme industrielle d'Adéti-Copé, et ils ont tiré des conclusions d'étape. Alors, ce que l'on peut espérer de ces investisseurs, c'est non seulement la capacité financière de la Grande-Bretagne, ou en tout cas de l'Angleterre, à pouvoir investir dans notre pays. À nous de continuer les discussions avec ceux-ci pour leur faciliter la venue dans notre pays pour y investir. Et ainsi se referme ce journal, quelque peu long, actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.